Bonjour à tous, je suis très honorée d'ouvrir le dernier panel, le panel 4 qui correspond au thème diaspora et commerce ethnique. On va avoir deux présentations, plus la mienne. Je vais d'abord présenter les panélistes. Donc on a Aurore Villeringer qui est post-doctorante à l'Institut de géographie et de durabilité de l'Université de Lausanne et qui va présenter un papier sur les dynamiques des infrastructures alimentaires entre le Cameroun et l'Union européenne. Ensuite, on a Roger Oyono qui est doctorant à Sciences Po en sciences politiques et qui travaille sur les motions de soutien, pas de censure. Voilà, les motions de soutien. Et qui va nous présenter une communication sur la politique du plat au sein des diasporas camerounaises qui sont à Bordeaux. Voilà, je vais laisser Aurore commencer. Oui, du coup, je rapproche l'ordinateur pour... Je vais faire un exercice de haute voltige et avoir deux présentations sur deux ordinateurs. Bonjour à toutes et tous, merci aux organisateurs et organisatrices de cette conférence pour ce riche programme qu'on a la chance de suivre depuis hier après-midi. Comme dit, je suis post-doctorante à l'Université de Lausanne. Je vais vous présenter mes recherches menées entre Paris, Bruxelles, Douala, Yaoundé, en essayant de rendre ça aussi vif et dynamique que possible pour cette heure redoutable du début de la digestion. Puisque j'ouvre ce panel diaspora et commerce ethnique, je reviens rapidement sur quelques éléments qui caractérisent les alimentations des diasporas africaines. Donc, comme vous pouvez l'observer sur le graphique derrière moi, il y a un très faible pourcentage du panel des personnes interrogées qui disaient ne consommer jamais ou quasiment jamais de nourriture africaine. Donc, ce qui traduit un fort attachement aux cuisines du continent ici au sens large, puisqu'il y a une vingtaine de répondants d'origine de pays africains différents qui répondaient. Si les personnes afro-diasporiques continuent à consommer des nourritures de leur pays d'origine dans les pays où elles sont installées, c'est parce que ces produits sont disponibles. Et donc il y a des circuits de distribution qui alimentent les pays d'accueil dans ces produits alimentaires constitutifs de leur cuisine. Et ces circuits de distribution sont en partie constitués par des entrepreneurs diasporiques qui peuvent avoir un accès facilité au réseau fournissant ces aliments qui sont autrement assez peu présents sur le marché global. Donc, quand on regarde les marchés alimentaires diasporiques, dans la littérature, ils sont assez fréquemment abordés sous l'angle des liens entre consommation alimentaire, identité et communauté, comme ici l'objet d'un livre édité en 2020 par Mata et coéditeur. C'est pas forcément l'angle qui sera retenu aujourd'hui, peut-être que d'autres présentations de ce panel en parleront plus, mais si on s'intéresse plutôt à la mobilisation des diasporas africaines dans la création de paysages alimentaires de leur propre pays, des travaux comme ceux de Sania Ojo, qui a écrit sur les entrepreneurs diasporiques, en particulier nigérians au Royaume-Uni, en montrant le type de capitaux mobilisés, les contraintes rencontrées par ces entrepreneurs et les investissements financiers réalisés dans les pays d'origine. Ils sont plus parlants pour avoir un contexte un peu global de la création de filières propres. Donc c'est plutôt dans ce cadre-là sur ce cadre-là que je me suis appuyée pour préparer cette présentation. Comme vous allez le voir en suivant la proposition de Penders et collaborateurs en 2014, qui pensent les filières par le prisme des infrastructures alimentaires, ça permet de les saisir comme étant composées, je cite, non seulement d'artefacts physiques et de ressources naturelles, mais aussi de travail humain, de formes de connaissances, de lois, de décrets, d'organisation d'institutions, de goût et d'intérêt. Donc ça fait une vision extrêmement large. Évidemment, il y aura seulement des ébauches de ce cadre qui seront saisis aujourd'hui. Et puis aussi, ce cadre avait été repris par Pilcher en
en 2016, qui lui parlait plutôt d'infrastructures culinaires, plutôt que d'infrastructures alimentaires, et puis mettait l'accent sur les installations et technologies utilisées pour acheminer et distribuer des denrées alimentaires, ainsi que sur la dimension des valeurs et des significations associées à la fois aux aliments et au marché alimentaire dans différents contextes. Ces cadrages ont été mobilisés dans des études de cas pour mettre en avant les systèmes alimentaires façonnés par les diasporas, ici dans le cadre de villes nord-américaines. En fait, les deux articles sont focalisés sur Toronto, en décrivant l'établissement par les diasporas asiatiques de réseaux d'approvisionnement soit translocaux, soit locaux, donc, afin que les diasporas respectivement, que les diasporas puissent retrouver des viandes en particulier qu'elles ont l'habitude de consommer, des façons de préparer la viande. Donc, les infrastructures alimentaires diasporiques, dans ce cas-là, m'ont semblé une manière intéressante de parler de ce qui avait lieu pour les filières de produits alimentaires africains, ici camerounais. Qu'est-ce qu'on peut ébaucher comme tableau d'un commerce ethnique fortement connecté à des réseaux diasporiques, et donc la question de recherche autour de la façon dont les infrastructures alimentaires transnationales sont activées et façonnées par les commerçants diasporiques camerounais, et aussi la question de leurs évolutions face à différents enjeux, notamment je parlerai d'enjeux de biosécurité autour d'enjeux phytosanitaires. Très rapidement sur les méthodes, donc j'ai passé du temps pendant ma thèse auprès des producteurs de safou, parce que ma thèse était centrée sur le safou et les safoutiers, plutôt d'un point de vue génétique et aussi des circulations urbain-rurales, de la diversité. Et à la fois en mai 2022, mars, avril et juin 2023, je suis retournée plutôt rencontrer des exportateurs et des personnes qui travaillaient autour des exportateurs, que ce soit des interprofessions, des transitaires, etc. Et également du personnel du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, personnel en charge du contrôle des produits alimentaires exportés. En suivant le parcours des aliments, des entretiens, donc façon Yann Cook, mais version mini. Donc des entretiens ont été réalisés à leur point d'entrée sur le territoire européen, puis du côté de leur distribution. Alors précisément, les points d'entrée sont les postes phytosanitaires des aéroports de Bruxelles-Zaventem et Paris-Charles de Gaulle, respectivement sous la houlette de l'AFSCA et du CIVEP. Mais voilà, donc j'ai accompagné du personnel de ces services pendant une journée dans chacun des aéroports, et puis je me suis rendue dans des épiceries tenues par des personnes issues de la diaspora, d'Afrique centrale, principalement du Cameroun, dans des quartiers identifiés pour leur centralité commerciale dans le commerce de produits minoritaires, à savoir Château-Rouge à Paris et à Bruxelles. J'ai un peu plus rayonné, mais principalement j'étais dans le quartier de Kuregem, qui est sans doute mal prononcé, du côté de la gare du Midi, où il y a beaucoup qui est un haut lieu aussi moins connu que Mwatongue peut-être, mais qui est un haut lieu de la centralité des commerces africains. Je plante encore rapidement le décor en revenant brièvement sur les prémices des infrastructures alimentaires entre le Cameroun et l'Union européenne. Donc, dès la fin des années 90, des travaux de Tabouna ont caractérisé le développement de ces filières. Donc, Honoré Tabouna est un économiste camerounais qui a décrit l'organisation et le fonctionnement de ces marchés diasporiques en parlant des produits les plus fréquemment exportés, que ce soit les safous, on y revient toujours, mais aussi les ignames, les mangues sauvages, un certain nombre de produits forestiers non ligneux, des légumes-feuilles également. Donc il montrait comment différents degrés de formalisation de cette activité d'importation de produits forestiers non ligneux coexistaient, depuis la description d'aliments voyageant dans les valises des voyageurs qui les vendaient ensuite au détail, jusqu'à des circuits de distribution plus longs pilotés par des importateurs sédentaires. Et pour ce qui est des zones d'approvisionnement, il montrait comment l'approvisionnement était fait à la fois à Château-Rouge et à Mwatongue à Bruxelles, donc ce qu'il appelait des zones d'activité tropicale. Et voilà, des enquêtes menées plus tard, au début des années 2010, ont montré que donc, ces quartiers sont toujours centraux pour la consommation de la diaspora africaine. Les épiceries sont rarement tenues par des personnes originaires d'Afrique subsaharienne, donc
les consommateurs sont l'étage du bas, ce graphique est un peu mal fait, mais donc en vert, les consommateurs d'Afrique subsaharienne, vers le bas du graphique, et la couleur de l'échelon du haut correspond aux propriétaires. Et en fait, on a très peu de propriétaires dans des épiceries africaines qui sont d'origine africaine. Donc c'est un élément sur lequel je reviendrai directement dans cette slide pour parler de la fabrique diasporique des filières. Donc quels sont les réseaux, quelles sont les motivations. Là aussi, des travaux antérieurs ont montré à quel point les membres de la famille des commerçants étaient fortement mobilisés pour le déploiement des filières d'aliments africains. Et cette mobilisation d'un réseau familial étendu, donc la mobilisation d'un capital social à la fois dans le pays d'origine et dans le pays d'accueil, est encore prépondérant aujourd'hui, avec de nombreux, que ce soit des exportateurs ou des importateurs, qui racontaient comment ils étaient rentrés aussi dans le business par l'entremise d'un frère, voilà, d'une personne de la famille qui les avait introduits dans le secteur. Là aussi, dans la littérature, l'entrepreneuriat ethnique est parfois présenté comme une voie par défaut, donc, parce que pour pallier à des difficultés d'insertion sur un marché du travail concurrentiel et difficile d'accès pour des personnes issues de la diaspora, le commerce ethnique serait une forme de repli et de voie de secours. Je l'ai entendu uniquement de la part d'épiciers qui posaient cette étiquette sur des épiciers concurrents, par exemple, en disant il fait la boutique comme si c'était au Cameroun, il fait ça parce qu'il n'a rien trouvé d'autre. Donc ce registre peut être mobilisé pour être accolé sur une autre personne, mais sinon ce qui revient vraiment dans les motivations, c'est face au constat d'une présence africaine en général et camerounaise en particulier importante, mais une absence de magasins tenus par des personnes issues de la diaspora. C'est ce constat qui motiverait à se lancer dans l'activité, né d'une frustration, en fait, comme ce commerçant bruxellois d'origine camerounaise l'exprimait, né de la frustration de constater qu'à Bruxelles, les produits typiquement africains sont proposés aux consommateurs finaux, essentiellement par des non-africains. Donc mon travail n'a pas cherché à quantifier ce phénomène, à dire d'acteurs les distributeurs camerounais auraient augmenté, enfin les distributeurs africains en général auraient augmenté dans les espaces urbains où j'ai enquêté. La seule chose que je peux constater au niveau des épiceries visitées, un tiers d'entre elles avaient moins de 4 ans d'existence au moment de mon enquête. Ce qui peut aussi refléter en fait un turnover assez important de ces fonds de commerce qui sont dans des quartiers où la concurrence est rude et où parfois c'est difficile d'avoir une activité pérenne. Et enfin, dans les événements autour de l'alimentation africaine, cette rhétorique et cette importance du fait que des personnes africaines se saisissent du commerce alimentaire en particulier, est reprise sous la rhétorique de faire progresser la part des commerces black-owned, donc tenus par des personnes noires. Et ça, c'est un élément de langage qui revient quand même assez fréquemment. L'origine des produits est évidemment un élément saillant pour comprendre l'organisation du commerce diasporique. Donc, l'enjeu dans les épiceries, c'est d'avoir à la fois des produits africains en général et puis des marqueurs nationaux, donc des produits qui vont drainer une clientèle qui va chercher le meilleur bâton de manioc ou la meilleure qualité de ndolé ou même des oignons camerounais qui vont avoir le goût du pays pour de bon. Donc ça veut dire que les épiceries camerounaises reposent pour leur approvisionnement en partie sur des filières d'aliments provenant directement du Cameroun, ce qui vaut à la fois pour des aliments spécifiquement originaires d'Afrique centrale, toujours le safou, les légumes-feuilles, éventuellement d'autres fruits comme le ndo, donc des produits forestiers non ligneux toujours, mais également pour des produits tropicaux à la distribution plus large, que ce soit la banane plantain, le manioc, le gombo, les ignames, ou lorsque des épiceries ont ces produits en provenance du Cameroun, c'est affiché, c'est dit, c'est aussi un positionnement de l'épicerie. Donc voilà,
un élément de distinction de s'approvisionner sur le continent africain en réponse à une demande des consommateurs. Et puis cette logique du black owned, elle peut aussi encourager certains distributeurs à travailler de préférence avec des grossistes africains plutôt que chinois, pakistanais, etc. Du côté de l'exportation, donc si on regarde ce qui se passe au Cameroun, la mise en avant de l'origine Cameroun, elle s'organise dans l'idéal en s'assurant de la qualité des produits expédiés. Donc alors évidemment pour des produits qui sont à destination des distributeurs européens, on sait qu'il y a des critères de qualité qui conditionnent l'accès au marché européen. C'est aussi le cas d'une manière un peu différente pour des produits africains à destination de la communauté afro-diasporique. Si on regarde le safou, par exemple, les critères de qualité vont être autour d'une logique pratique. Il ne faut pas de fruits blessés qui pourraient pourrir plus rapidement, qui pourraient contaminer les safous voisins dans les filets. Donc il y a une logique de sélectionner des produits dans des hangars de triage qui sont le plus nickel possible parce que les contraintes du commerce à destination par avion sur des pas de temps assez longs impliquent que les produits doivent être de la meilleure qualité possible. Donc les exportateurs, pour s'assurer cette qualité, ils travaillent avec des fournisseurs les plus fiables possibles. Dans certains cas, ils peuvent aussi faire demander à fidéliser certains producteurs. Donc ils peuvent essayer d'indiquer aux producteurs de se rassembler entre eux pour faire un pool de marchandises plus facile à récupérer, de la qualité désirée. Et enfin, la troisième manière d'avoir cette qualité exigée, c'est de passer par une plantation propre, mais là c'est des choses qui sont dites, des exportateurs ont commencé à mettre en place des productions propres, mais évidemment ça ne peut pas être l'ensemble de ce qu'ils expédient, mais c'est aussi une manière de réagir à l'inflation des produits alimentaires au Cameroun, de sécuriser une partie de l'approvisionnement où il n'y aura pas de fluctuation de prix dans les années à venir. J'en arrive maintenant à la dernière partie de cette présentation, plutôt sur les points de tension relatifs aux infrastructures sur lesquelles s'appuient les filières de produits alimentaires camerounais. Donc Marie-Emmanuelle Pomerol, hier, vous avez évoqué l'immobilité du paysage des infrastructures, voire leur dégradation. Et effectivement, quand on regarde les indicateurs d'infrastructure du Cameroun, ils sont inférieurs à de nombreux autres pays d'Afrique subsaharienne. Je ne reviendrai pas sur l'état des routes, mais simplement pour les infrastructures spécifiques pour le commerce international. Si on regarde les aéroports, si on regarde ce qui se passe dans les aéroports, beaucoup d'exportateurs faisaient le constat d'une dégradation des services avec moins de compagnies aériennes, moins d'espace disponible, une fiabilité vraiment en dents de scie qui péjore leur capacité à expédier dans les meilleures conditions possibles leurs produits alimentaires. Et enfin, si on s'intéresse au déploiement d'infrastructures, notamment institutionnelles, en charge du contrôle phytosanitaire, là aussi on a eu une progression importante ces dernières années. Ici, je vous mets une décision du Minader en 2018 qui fixe l'obligation d'un contrôle phytosanitaire et l'obligation d'avoir un certificat phytosanitaire pour l'expédition d'un certain nombre de produits alimentaires, dont des fruits. À cela s'ajoute, donc ça c'est une étape, mais pour certaines filières un peu pilotes comme la mangue, il y a eu un développement plus important aussi de contrôle systématique en champ, d'enregistrement des exportateurs habilités à exporter des mangues, de contrôle dans les magasins de conditionnement, de contrôle même à l'aéroport, parce que ce fruit et d'autres fruits sont susceptibles d'être infestés par des mouches d'une espèce qui est considérée comme organisme de quarantaine par l'Union européenne, ce qui veut dire que lorsqu'elle est repérée dans un fruit, l'ensemble du lot est détruit et une notification d'interception est émise, et à partir du moment où les notifications d'interception commencent à devenir trop importantes, en fait c'est une menace aussi pour la possibilité de pérenniser ces exportations. Donc ça veut dire qu'en amont il y a eu de nouvelles pratiques pour les producteurs, pour les productrices et les exportateurs, exportatrices, et également des répercussions en aval puisque les distributeurs sont affectés lorsqu'ils perdent
ils ont un manque à gagner énorme, ils payent aussi pour les frais de destruction. Et ils peuvent donc faire le choix de cesser d'importer certains produits et de les distribuer parce qu'en fait c'est trop coûteux pour eux. Ils n'ont pas forcément l'information de ce qu'ils sont censés faire et même les pratiques de gestion de cette espèce au niveau... Enfin, les bonnes pratiques mises en place par le Minader ne suffisent pas à contrôler que les mangues exportées sont effectivement exemptes de cette espèce. Donc vous avez ici un profil du tonnage de mangue expédié chaque année, qui en fait s'est beaucoup contracté depuis la fin des années 2010 et qui peine à remonter parce qu'en fait actuellement on a vraiment un nombre extrêmement limité d'exportateurs qui sont encore dans la course. Voilà, donc je m'arrêterai là pour les infrastructures du contrôle phytosanitaire. Comme vous l'avez vu, c'est une perspective extrêmement partielle dans ce riche cadre d'analyse des infrastructures alimentaires. Je me suis arrêtée un peu sur les installations, sur les goûts, les intérêts, les motivations, un peu sur les institutions et certaines lois autour du contrôle phytosanitaire, mais il y aurait beaucoup plus à dire. En conclusion, donc, on a vu que le déploiement de filières entre le Cameroun et l'Union européenne concernait à la fois des produits spécifiquement originaires d'Afrique centrale, mais pas seulement, même si ce n'est pas ceux que j'ai le plus mentionnés. Il y a d'autres façons de faire filière qui sont encore à qualifier avec des supermarchés de taille plus importante qui se déploient en région parisienne, également des produits qui sont aussi disponibles désormais dans des grandes surfaces plus généralistes. Mais l'ensemble de ces produits sont aussi soumis à des reconfigurations en fonction de la demande, de facteurs propres aux différents produits et donc peuvent avoir des cycles d'expansion et de contraction qui sont en fonction de ces enjeux. Je conclurai sur la force du continent avec cette image de la boutique le continent qui a ouvert l'année dernière dans le centre-ville de Forbach, donc qui est une ville de 20 000 habitants à la frontière allemande. Alors, c'est la ville où je suis née, donc je suis heureuse de savoir que je pourrais y trouver des safous quand je rentre au village pour les vacances scolaires. Mais ça illustre aussi plus généralement le fait que le commerce de produits africains il est passé de centralité commerciale des grandes villes aussi désormais dans des espaces plus franchement périphériques, comme Forbach malheureusement. Enfin, bon, ce qui est très bien et ce qui signale son expansion. Donc, voilà.